Et pour ce grand réveil, chers auditeurs, nous retrouvons Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris. Bonjour Philippe Prigent. Bonjour. Si on vous a invité ce matin, c'est pour reparler, donc on en a déjà un petit peu parlé hier, de ce scandale de USAID. Enfin, scandale, c'est comme ça que l'appellent tous les médias qui sont absolument scandalisés de la fermeture, donc de cette, quasi-fermeture de cette grande agence humanitaire aux États-Unis. En réalité, la volonté de Donald Trump, c'était, comme on l'a expliqué hier, de mettre fin à des dépenses publiques qu'il jugeait assez idéologiques. Et puis, on a certains qui se sont penchés du coup sur les mêmes sujets, mais en Europe, puisqu'évidemment, ce qui touche les États-Unis nous touche aussi souvent. Et il semblerait que la Commission européenne se rende coupable, si je puis dire, des mêmes aides assez ciblées et donc souvent bien motivées par l'idéologie progressiste. Alors parlons de ça. C'est le site donc F de Souche qui révélait que l'Union européenne finance 36 500 projets en lien avec l'inclusion. Alors, est-ce que vous pourriez déjà commencer, peut-être, Philippe Prigent, par nous expliquer de quoi il s'agit? Quels sont ces projets que l'Union européenne finance? Alors, ce sont des projets qui ont l'air tous plus caricaturaux les uns que les autres. Et sur ce point, je me permets de recommander à nos auditeurs, bon, rigolez pas trop, c'est avec votre pognon, comme disait Coluche, Mm. mais c'en est quand même relativement comique de regarder l'enquête de F de Souche qui est extrêmement bien faite. Je vais commencer par les montants, parce que l'unité de compte, c'est généralement le million d'euros. Mm. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 50 euros à droite, 125 euros à gauche. C'est-à-dire que ce sont des projets théoriquement de recherche dont le montant ou montant réclamé s'élève à plusieurs millions d'euros. On a assez facilement des 2 ou 3 millions d'euros, ce qui déjà doit interpeller, parce que pourquoi un projet de recherche où on a besoin de rien fabriquer coûte aussi cher que ça? Vous me dites 2 ou 3 millions d'euros pour un projet de recherche d'intelligence artificielle ou pour un projet de recherche en physique, en chimie, en biologie. Je vous dirais d'accord, il faut faire des expériences. Par exemple, vous avez besoin d'animaux de laboratoire, vous avez besoin d'énormes quantités d'énergie pour faire une recherche très complexe en IA, ça je peux tout à fait comprendre. Mais 2-3 millions d'euros pour rencontrer des gens et lire des livres, c'est quand même très très cher. Enfin, je veux dire, de très grands livres, très grands auteurs ont écrit des ouvrages, vous regardez Dumézil, Lévi-Strauss, ont écrit des sommes considérables de recherche qui nous ont permis des historiens ont écrit à ce sujet. Et vous avez jamais vu un historien vous dire, par exemple, j'ai besoin de 2 ou 3 millions d'euros pour examiner la situation dans l'Al-Andalus. Al-Andalus, c'est le nom musulman de l'Espagne musulmane après la conquête du 8e siècle. Donc déjà, les montants devraient beaucoup surprendre. C'est pas normal. C'est-à-dire, là-dessus, je vais avoir mon côté un peu avocat. Quand on se trompe d'à peu près 3 ordres de grandeur entre ce qu'on pourrait attendre et ce qu'on voit, c'est qu'il y a probablement autre chose que de la simple idéologie. Il y a clairement de l'argent qui est distribué à des copains, d'ailleurs avec des conséquences pénales qu'il faudrait examiner. Mm. Deuxième point, en dehors du fait qu'évidemment les sommes sont complètement délirantes par rapport aux projets qui doivent être effectivement mis en œuvre. Encore une fois, pour aller dans une bibliothèque, il faut juste du temps, s'installer dans une bibliothèque. Et les gens qui perçoivent ces sommes sont des fonctionnaires ou parafonctionnaires. Donc de toute façon, ils sont déjà payés pour normalement lire et étudier. Parce que si vous êtes payé pour... Ne demandez pas à être payé une deuxième fois pour faire votre travail. Ensuite, les projets qui ont été révélés par F de Souche, et malheureusement ne sont que la partie émergée de l'iceberg, c'est pas rassurant mais c'est tristement vrai, sont effectivement des projets qui sont extrêmement marqués idéologiquement, tournant beaucoup autour de l'idée de promouvoir pourquoi, en substance, l'islam a été une chance pour l'Europe. Alors, quand vous regardez ce qu'a été la conquête musulmane en Espagne ou ce qu'a été la conquête des Balkans, les deux sièges de Vienne en 1525 et 1689, il faudra expliquer aux gens que c'était une chance pour eux parce qu'ils ne s'en souviennent pas véritablement. Ouais. Probablement pour ça qu'il faut autant leur expliquer, c'est parce que ça ne saute pas aux yeux. Vous avez beaucoup de projets, alors aussi avec des intitulés, parce que l'intitulé du projet est décrit, où on se dirait c'est comme quand McKinsey faisait faire construire des réflexions sur le métier d'enseignant ou faisait faire des sortes de jeux type Lego, Playmobil pour pouvoir, et là encore, demander des millions d'euros. Vous vous dites non mais c'est pas vrai, ces gens se moquent de nous en réalité. Mais vous avez des intitulés comme montrer en quoi, alors je crois que c'est celui-là qui m'avait paru le plus lunaire, en quoi les esclaves musulmans ont pu contribuer à une meilleure compréhension des cultures. Évidemment, il n'y a
essentiellement pas d'esclaves musulmans en Europe. Hein. Les seuls gens qui étaient esclaves, parce qu'il y avait une guerre entre la chrétienté et l'islam, c'était des gens qui étaient sur les galères. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'on va pas demander aux galériens son avis sur la civilisation. C'est pas le concept d'une galère de guerre, en fait, à la base. Donc, tout cela, effectivement, est dramatique pour le progressisme. Il y a aussi un aspect, quand je disais, c'est malheureusement, ça montre que c'est même encore plus grave que sorte de progressisme et de faire de la propagande avec l'argent des gens. Il a encore une connotation pénale sur laquelle il faudrait très sérieusement s'interroger. Enfin, on nous agace avec l'histoire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Bon, quand même pas vraiment l'air d'avoir une infraction, mais c'est un autre sujet. Là, les sommes sont beaucoup plus élevées. Les abus, s'il y en a, sont beaucoup plus caractérisés. Le système est largement plus répandu et il n'y a absolument aucune enquête. Moi, à la base, que doit faire un procureur, et c'est tout à fait normal, il doit regarder un peu la gravité des infractions et puis il doit regarder aussi les montants en cause. Parce que quand vous avez quelqu'un auquel on reproche d'avoir piqué une petite cuillère à café de confiture et un autre qui est littéralement parti avec le pot, il faudrait peut-être commencer à s'occuper du pot de confiture dans le cadre d'une bonne gestion des ressources limitées de la puissance publique. Et on a vu, en dehors de cette propagande pour le progressisme, une propagande aussi qui a été révélée concernant le Green Deal, disant, enfin manifestement, beaucoup d'argent a été reversé à des ONG qui ensuite ont fait de la propagande d'un côté pour, alors là encore avec des montants qui sont énormes, c'est-à-dire l'unité de compte est le million d'euros. Ouais. C'est pas on a dépensé 1 million d'euros, c'est en fait on est en train de compter en millions d'euros pour des gens qui sont censés, alors pour ces ONG-là, ce sont des gens qui sont censés être désintéressés. Un type qui vous dit, moi je suis désintéressé, je me bats pour la gloire et puis il va falloir commencer par me donner 3 millions. Bon, pourquoi me demandes-tu 3 millions, Robert? Parce qu'il faut quand même se poser la question. Et cet argent est utilisé donc pour financer des actions de propagande et aussi indirectement, mais pour faire appel, enfin pour avantager des députés, séminaires, dîners, enfin on peut s'offrir plein de choses là-dessus. Tout ça avec en réalité l'argent du contribuable. Alors j'ai envie de dire dans l'opacité la plus totale, là où c'est scandaleux, c'est de voir qu'en réalité il n'y a même pas tellement d'opacité au sens où nous sommes gouvernés par une caste de nuls, c'est vrai, mais une caste qui n'existe absolument pas à servir dans l'argent public sans aucune gêne. Dans l'USAID, il a fallu un petit peu creuser pour voir les gaspillages, et il y en a, et des détournements de fonds publics. Quand on regarde ce qui se passe en USAID, je ne connais pas assez le droit américain pour vous dire c'est une infraction en droit américain. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une infraction fédérale, mais je ne maîtrise pas assez ce droit. Par contre, ce qui est décrit au sujet du USAID, si c'était en droit français, clairement, sont des détournements de fonds publics, des escroqueries, du recel, vraisemblablement de la prise illégale d'intérêt. Et en Europe, nous avons la même chose. Je vais même aller plus loin. En Europe, je pense que ça va même encore plus loin que le système de l'USAID. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, avec les scandales qu'on voit actuellement et des dépenses complètement invraisemblables, les États-Unis ont quand même une forme de culture d'efficacité. C'est pas un hasard non plus si leur PIB est quasiment 2 fois plus élevé que le nôtre maintenant, par habitant. Ils ont quand même une forme de culture d'efficacité, une forme de mesure dans la fiscalité en se disant, à la base, l'argent des gens et leur argent, ils l'ont gagné par leur travail. On n'a pas forcément à le confisquer au niveau étatique pour l'employer comme on veut. Chez eux, il y a une forme de culture du contrôle. Chez nous, en Europe, et alors surtout en France, il n'y a pas vraiment cette culture de l'argent des gens et leur argent. Vous entendez la façon dont parle la majorité actuelle ou la France insoumise, Éric Lombard par exemple, qui est un peu entre les deux, et qui nous explique que, grosso modo, l'argent des gens est à l'État et puis on verra bien ce qu'on leur laisse. Donc il est très vraisemblable que chez nous, aussi bien en matière de progressisme face à l'islam ou à l'immigration, mais que de progressisme avec une sorte de pseudo-écologie, on se retrouve avec des gaspillages bien plus importants et sans avoir absolument aucune gêne. On va prendre le sujet qui est bien connu, mais des aides à la presse, par exemple. Les aides à la presse en France sont évidemment honteuses. Il n'y a pas de raison de financer des gens. En plus, ce sont des gens qui soutiennent le pouvoir en place. Donc, dans n'importe quel État normal, on se dirait, mais attendez, il y a prise illégale d'intérêt de la part du Premier ministre ou du ministre qui décide de l'attribution des aides. Donc, il faudrait que ces gens soient jugés par la Cour de justice de la République et que les journaux en question soient poursuivis pour recel. Parce que visiblement, ils sont en train de se servir dans la caisse pour aider des gens qui après vont faire campagne pour eux. Enfin, ça saute aux yeux. Mais en France, par exemple, c'est tellement scandaleux qu'il n'y a pas véritablement de
Enfin, il n'y a même pas besoin de se cacher comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était un peu caché, il a fallu faire un audit. Enfin, un audit qui, en quelques jours, a révélé des scandales. En France, on a beaucoup moins, en Europe, on a beaucoup moins besoin de creuser. Et ce qui a été révélé au sujet du Green Deal est très révélateur. On a vu que la Commission européenne employait, il semblerait que l'ordre de grandeur soit au moins des dizaines de millions d'euros, probablement davantage, pour pouvoir financer des associations qui lui permettaient d'acheter des votes ou de se faire de la propagande. Et ce qui est très révélateur, c'est que dans l'immense majorité des médias, on va parler de l'USAID parce qu'il y a de l'agitation et une volonté politique derrière, mais nous sommes tellement habitués, nous, Européens, à nous faire voler par la Commission européenne, que nous regardons davantage une opération main propre aux États-Unis, avec leur argent, que nous ne regardons un scandale qui concerne nos propres impôts, dont nous avons pris l'habitude qu'il nous soit volé et employé par une caste qui emploie ça à son intérêt personnel. Je trouve ça très révélateur. Et alors, évidemment, il y a un modèle américain, il y a une méthode d'efficacité, de gestion des fonds publics, d'audit qui est excellente à reprendre. Il y a Elon Musk, évidemment, mais il y a plusieurs personnes autour de lui, comme Vivek Ramaswamy ou d'autres, qui sont extraordinaires à étudier et il faut s'inspirer des meilleurs, évidemment. Mais il faudrait se demander pour nous, comment se fait-il que nous soyons mithridatisés contre le gaspillage de notre argent, sachant que notre situation budgétaire est encore pire que celle des États-Unis. C'est pas jojo chez eux, mais chez nous, c'est bien pire. Oui. Et que nous ne soyons même pas véritablement choqués de ce qui se passe, et au point qu'il y a eu cette enquête excellente de F. de Souche par laquelle vous avez commencé sur le progressisme, où il n'y a absolument aucune enquête pénale et aucun contrôle de gestion. Ça, c'est une plaisanterie. Mais de se dire, en fait, ils font ça pour absolument tout. Il y a 36 500 projets, ce que vous avez très bien mentionné. Mais en réalité, si on cherche, en mettant bout à bout, on est vraisemblablement dans un ordre de grandeur de plusieurs centaines de milliers de projets, au minimum, avec des unités de compte qui sont absolument immenses et qui justifieraient, là encore, une immense opération main propre. Enfin, le parallèle avec ce qui se passe, en plus, je veux dire, l'absence de contrôle de gestion est saisissante. C'est-à-dire, on vous dit, on va vérifier si les gens ont travaillé ou non. Dans un projet de recherche, alors je ne vois pas comment on peut mettre plusieurs millions d'euros dans un projet de recherche en histoire. Je suis passionné d'histoire à titre amateur, par exemple. Vous n'avez pas besoin de plusieurs millions. Éventuellement, besoin de quelques milliers d'euros pour m'acheter quelques livres maximum. Généralement, il y a 2-3 bibliothèques publiques quand même dans ce pays, sur ce continent. Il n'y a, là encore, aucun contrôle de gestion. On va entendre des gens qui nous donnent régulièrement des leçons de gestion en disant « il faut bien gérer, on est compétent, nous sommes des gens sérieux ». Mais où sont les contrôles de gestion ? Parce qu'il faudrait quand même savoir comment l'argent est utilisé. Et où aussi ? Est-ce que c'est de l'argent qui reste au sein de l'Union européenne ? Est-ce qu'il y a de l'argent aussi qui peut venir ou partir à l'étranger ? Dans ces cas-là, est-ce que ce n'est pas des cas flagrants d'ingérence ? Alors, il y a de l'argent qui part à l'étranger, c'est vrai. Il y a des cas, par exemple, pour financer une université à Istanbul. Il y a un peu d'argent qui part à droite à gauche. On est ravis de l'apprendre. On est ravis de financer une université à Istanbul. Alors, je ne vais pas forcément vous rassurer, mais vu l'ampleur des sommes, il y a quand même potentiellement un système de rétrocommission qui fait qu'une partie revient en Europe. Donc l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit rassurant de raconter ça, mais l'argent ne part peut-être pas à 100% à Istanbul lorsqu'il est fléché vers Istanbul. Très bien. Pardon. C'est l'hiver, tout le monde est malade en ce moment. Philippe Prigent, concrètement, est-ce que les choses peuvent changer ? Est-ce que l'Union européenne est à ce point vérolée que de toute façon, c'est foutu ? Ou bien est-ce que en réalité, avec un changement de politique du jour au lendemain, comme Donald Trump, ce serait aussi facile pour nous de retourner la situation en 1 minute ? Alors, c'est plus difficile pour nous parce que beaucoup d'actes de la Commission européenne, pas tous, mais beaucoup d'actes de la Commission européenne sont contrôlés par la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice a très fortement tendance à dire on ne va pas regarder. C'est-à-dire que vous avez en droit de l'Union européenne, pratique inventée par la Cour de justice, consiste à dire beaucoup plus que, par exemple, les juges français lorsqu'ils contrôlent l'exécution du gouvernement. Bon, en fait, on va littéralement pas regarder. La Cour de justice de l'Union européenne a validé, par exemple, des amendes en centaines de millions d'euros en disant littéralement on ne va pas regarder le détail. Donc ça vous donne une idée de l'absence de contrôle. Il y a des choses à faire au niveau français. Par exemple, des exemples politiques, un ministère public qui, s'il y avait des véritables ordres du ministère de la Justice, pourrait s'interroger sur le recel, parce que le recel ne nécessite pas de condamner l'infraction principale. Donc à défaut de taper les principaux coupables, qui sont
premiers coupables, ceux qui distribuent l'argent, on pourrait décider de condamner ceux qui reçoivent. Vous voyez quelqu'un qui jette l'argent par la fenêtre, peut-être que vous ne pouvez pas monter dans l'immeuble pour aller chercher celui qui jette l'argent, mais le type qui le récupère en bas, celui-là, vous pouvez le mettre en prison. Philippe Prigent, on va terminer sur ces mots et sur ces recommandations. Merci d'avoir analysé pour nous cette situation. On est forcément un peu révoltés, mais bon, on va continuer à avoir espoir que les choses changent. Merci donc pour votre Merci à vous. analyse et puis on vous recevra à nouveau. De toute façon, les sujets ne manquent pas. Merci.